Bonjour à tous. Oui, en effet, c'est encore du collagène. Et derrière ce titre assez général, nouveau outil pour la mise en forme du collagène, implication dans le domaine biomédical, il y a en fait deux travaux sur comment peut-on préparer des suspensions injectables de collagène. C'est de ça que cette présentation euh, parle. Et ce que j'essaie, c'est de montrer un peu les deux stratégies qu'on a mis en place au laboratoire et qui finalement sont un peu et représentent elles-mêmes un mélange des approches du laboratoire, comment les choses, les différentes cultures du laboratoire. Euh, Pardon. Donc la structure ou la colonne vertébrale de cette présentation, c'est, je vais passer très très peu de temps sur le collagène. Il y a Marie-Madeleine qui a déjà parlé. J'ai pas grand-chose à ajouter. Euh, Après, je vais mentionner trois conditions ou trois cadres cliniques où le collagène peut être pertinent en tant qu'agent thérapeutique, mais qui est aussi la source du problème. C'est souvent le cas des tissus qui sont défectueux ou âgés. Euh, je parlais des questions de densité et de transport, surtout si on veut injecter, les questions de transport, elles deviennent particulièrement importantes. Et finalement, les deux approches qu'on a développées au labo pour, euh, pour produire ces suspensions injectables. Euh, Donc, on a vu que les géométries, les architectures du collagène, Marie-Madeleine a montré plusieurs. Moi, j'aime particulièrement ce panneau où on voit différents tissus, le tendon de souris, le derme de rat. On a de l'os humain qui est partiellement déminéralisé. Donc ça, c'est la partie déminéralisée. Et là, il est déminéralisé. Il est minéralisé encore, pardon. Et la cornée humaine. On est bluffé par ces géométries absolument fantastiques. Derrière ces géométries absolument fantastiques, il y a vraiment une complexité d'auto-assemblage qui est assez impressionnante. Euh, Entre la séquence d'acides aminés et la fibrille finale, on a toute une ordre hiérarchique d'assemblage et je vais me centrer surtout sur cette transition entre la molécule et la fibrille parce qu'elle est particulièrement pertinente quand on travaille in vitro, quand on travaille au labo. Quand on travaille quand le corps humain fait son travail, il fait ça très bien. C'est médié par des cellules, c'est très, euh, ça marche tout naturellement. Comme on peut voir ici, on a des cellules qui sont spécialisées, qui sont capables de transformer ça en ça d'une manière très efficace. Donc ce qu'on a, c'est un assemblage de molécules de collagène euh, légèrement décalées les unes par rapport aux autres qui vont former les fibrilles. Euh, Au laboratoire, c'est un peu moins simple. Euh, Ce qu'on fait de manière un peu plus très simple, c'est de monter le pH, c'est-à-dire on va induire une précipitation isoélectrique des molécules de collagène. Et si vous voulez, d'un point de vue des propriétés rhéologiques, ce qu'on a, c'est une transition sol-gel. Et ça, c'est assez important dans la mesure où je vais parler des formulations qui sont injectables. Alors, trois conditions ou trois cadres cliniques où ces formulations injectables sont pertinentes. Euh, le premier, c'est la dégénération du disque intervertébral. Le disque intervertébral, c'est une structure assez complexe où il y a un anneau de collagène du type 1 qui entoure, qui s'appelle annulus fibrosus, qui entoure un noyau de collagène, surtout du type 2, euh, pardon, qui s'appelle nucleus pulposus. Un défaut de ce disque-là entraîne des conditions très très sévères, notamment parce que ça va générer des pressions très élevées euh, sur, soit sur les tendons, soit enfin, sur toute la structure de la colonne vertébrale. Et c'est la plus importante cause
lower back pain, de mal de dos. Donc c'est vraiment un marché très très important. Donc être capable de reconstruire cette structure, ce qui est fait en ce moment par des différents types d'injections, c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Le deuxième cas, c'est la paralysie des cordes vocales. C'est une condition ou un cadre clinique qui est assez fréquent aussi. Et il y a plusieurs stratégies qui sont en marche en ce moment. Et une des stratégies en ce moment, c'est on va injecter du collagène soluble, on va essayer de regonfler légèrement une des cordes vocales, on va essayer de les replacer et de retrouver cette fonctionnalité vocale. Et il y a plusieurs choses dans le marché. Il y a eu même des cas où ils ont essayé d'implanter du téflon pour reconstruire des cordes vocales. Donc il y a toute une gamme de stratégies utilisées pour ce type de maladie. Ici, je vais me concentrer sur, sur des stratégies un peu plus respectueuses du tissu, on va dire. Et finalement, un cas aussi avec un marché assez conséquent, c'est le comblement des rides. En fait, pendant le vieillissement, il y a la graisse sous-cutanée qui commence à disparaître. Il faut combler ce vide par l'injection d'un produit qui soit biocompatible, qui soit capable de tenir soit mécaniquement, soit du point de vue biologique. Donc, si on fait un petit bilan des 3 cadres cliniques que j'ai choisis, ce qu'on a besoin, c'est vraiment un agent de comblement qui ne présente pas une réponse immunitaire importante, qui soit persistant, c'est-à-dire que ce ne soit pas quelque chose qui va disparaître 15 jours après l'intervention chirurgicale, et qui soit injectable. Alors, si je décompose ces trois éléments, ça nous donne, si vous voulez, un cahier des charges de comment construire un agent de comblement injectable. Alors, si on veut garder cet aspect de pas de réponse immunitaire importante, il faut qu'il ne soit pas dénaturé, il ne faut pas qu'il soit cross-linked, réticulé, merci. Donc il faut garder cet aspect, on va travailler avec le collagène à son état le plus pur, si vous voulez. On va garder sa structure telle qu'elle s'assemble. Le deuxième point, c'est qu'il soit persistant. Marie-Madeleine a parlé tout à l'heure. En fonction de la concentration, on trouve des morphologies et des assemblages qui ne sont pas du tout comparables. Donc, on a besoin de travailler à une haute concentration pour retrouver une matrice qui soit dense et qui soit fibrillaire. C'est seulement comme ça qu'on va trouver une réponse mécanique et cellulaire adaptée à un agent thérapeutique. Et le troisième point, c'est qu'il faut minimiser la viscosité. Le problème, c'est que trouver une manière de compatibiliser haute concentration et viscosité minimale, c'est loin d'être évident. Et une approche un peu, excusez-moi, une approche un peu de science des matériaux, si on pense qu'on a des objets qui sont plutôt allongés, qui ont un rapport de forme qui est assez prononcé. Si on regarde sa viscosité en fonction de sa fraction volumique, on va trouver un seuil de percolation à partir duquel la viscosité va augmenter d'une manière très très importante. Comment peut-on s'affranchir de cette augmentation de viscosité très importante et qui arrive très tôt dans la concentration? Le seul moyen, c'est de changer le rapport de forme. Si on passe à une structure qui a un rapport de forme très très bas, typiquement des sphères, on a un seuil de percolation qui va arriver beaucoup plus tard. Ça veut dire qu'on peut travailler à une viscosité très basse et à des concentrations plus élevées. Donc on s'était dit que c'était peut-être une des manières de regarder le problème. L'autre manière de regarder le problème, et ça c'est une vision pas du tout, qui m'est pas du tout familière, mais si on regarde comme un biologiste et on regarde quelles sont les cellules
les protéines qu'on trouve dans le torrent sanguin et quelles sont les protéines qu'on trouve dans les tissus. Vous allez voir qu'on trouve très très peu de protéines structurales qui ont souvent un rapport d'aspect ou un rapport de forme très important dans le torrent sanguin. Par contre, des protéines globulaires, l'albumine, etc., on les trouve très souvent dans le torrent sanguin. Donc, ce qu'on a, c'est un argument de qu'est-ce qu'on peut faire passer par un capillaire de manière simple et qu'est-ce qu'on a vraiment du mal à faire passer par un capillaire. Il y a éventuellement une leçon à tirer et une connexion entre ces deux approches, mais la leçon générale, c'est qu'il faut changer comment le collagène se structure. Il faut le rendre plus globulaire, si vous voulez, pour qu'on puisse le faire moins visqueux. Alors, on a utilisé deux approches pour construire ces suspensions. La première, c'est du spray drying, donc c'est utiliser un aérosol pour formuler ou pour préparer des billes de collagène. L'idée étant que ce flux d'air, il est capable de séparer le liquide en film et finalement dans des gouttelettes, de le sécher. Et l'idée, c'est de le faire tout en respectant les températures de dénaturation du collagène. C'est-à-dire, peut-on former des particules sèches à partir d'une solution de collagène sans le dénaturer? Et finalement, si je prends un exemple, je prends la laine comme exemple, finalement, ce n'est pas si loin du collagène. Ce qu'on sait très bien, ce qu'on savait très bien faire au laboratoire, c'est comment, à partir d'une solution, si vous voulez, de fibres, la tisser et former une matrice qui est fibrillaire, qui est mécaniquement très résistante. Et ça, c'est tout le travail de Marie-Madeleine, Nadine, etc. Et de l'autre côté, on savait aussi, et ça c'est le côté de Cédric Boissière, on savait très bien comment former une particule en utilisant l'aérosol à partir d'une solution aqueuse de presque quoi que ce soit. L'idée, au départ, était de est-ce qu'on peut coupler ces deux approches et trouver une particule qui soit elle-même extrêmement organisée, mais qui garde cet aspect microparticule en même temps. Et si on ne peut pas le faire directement, et ça c'est loin d'être évident, il y a des questions cinétiques qui se posent, parce que ça c'est un processus extrêmement rapide, et ça c'est un processus qui n'est pas si rapide que ça. Sinon, est-ce qu'on peut former des particules de collagène qu'on va par la suite induire une précipitation? Donc on va réorganiser ces particules de collagène, on va dire amorphes, et les reconstruire dans une particule fibrillaire. Alors, les premiers tests, c'est-à-dire quand on a essayé de former un aérosol, sécher cet aérosol à partir d'une solution de collagène acidobasique, ils nous ont montré que pas seulement on peut les former, on peut avoir des particules qui sont tout à fait rondes, donc qu'on peut espérer qui gardent une viscosité minimale en suspension, et on sait même qu'on peut contrôler sa taille ou sa distribution de taille en fonction de la concentration initiale de nos solutions de collagène. Donc on avait un outil puissant pour construire une première approche pour une première suspension. Donc on avait le contrôle en taille des microparticules, et ce qu'on a pu démontrer aussi, c'est que pas seulement ces particules étaient contrôlables en taille, mais aussi que le processus, il n'entraînait pas une dénaturation du collagène. Si on regarde des particules qui ont été formées à une température de 55 degrés Celsius, ce qu'on voit, c'est par calorimétrie différentielle, on a quelque chose qui est presque plate, mais surtout, on ne voit pas le processus caractéristique de fusion des triples hélices de la molécule de collagène. Si on regarde des particules qui ont été formées au spray à une température qui est tout à fait compatible avec la stabilité de la triple hélice du collagène, ce qu'on voit, c'est un processus endothermique autour de 36-37 degrés qui est caractéristique de la fusion justement des domaines triple hélice du collagène.
Donc on avait de plus en plus d'informations comme quoi on arrivait à construire des particules qui suivaient le cahier des charges, si vous voulez. Et le pas suivant était de comprendre quel est le devenir de ces particules quand on les met en conditions proches de celles du corps humain. Donc on a exposé ces particules à du DMEM, c'est un milieu de croissance classique utilisé pour la culture cellulaire. Et ce qu'on voit, c'est que les petits sphères commencent à s'agréger de plus en plus et vont éventuellement former des structures fibreuses. On ne voit pas le côté striation et on ne l'a pas analysé, donc ça c'est encore quelque chose qui est ouvert, mais on voit clairement une tendance à former des structures fibreuses assez massives. Et on pourrait même s'aventurer et dire que c'est des objets qui ont des propriétés mécaniques assez intéressantes. Donc il semble que ces objets sont capables de se transformer, on imagine par un équilibre de dissolution et précipitation isoélectrique qui sont plus ou moins au même temps, coïncidents dans le temps, simultanés. Merci Clément. Et donc on avait une première approche qui montrait qu'on pourrait éventuellement former des structures fibrillaires à partir des particules de collagène acidosoluble. Donc, des premiers tests d'injectabilité. L'injectabilité, ça a l'air d'un problème extrêmement simple. Mais en fait, pour un chirurgien qui doit appliquer une suspension de collagène, c'est souvent un énorme problème. Si vous avez déjà travaillé avec du collagène et vous essayez d'aspirer une solution de collagène à 52 mg par ml dans une seringue, normalement, ça ne marche pas. Donc là, pas seulement on est capable de l'aspirer, et on est aussi capable de l'injecter dans une matrice de gélatine qui mime à peu près les conditions du tissu. Donc si on concentre la gélatine suffisamment, on a une résistance mécanique qui est comparable à celle qu'on trouve lors d'une injection sous-cutanée. Donc il y a forcément des questions qui restent pour répondre. Ça, c'est un projet qui est assez en marche, on va dire. Quel est le devenir de ces particules in vivo? C'est la grande question, et c'est quelque chose qu'on va s'intéresser très bientôt. Et je vous parle maintenant du deuxième volet, de la deuxième stratégie, de comment construire des suspensions injectables, où on va encore garder cet aspect, on va être respectueux avec la nature de la protéine. Alors, si on part d'une solution de collagène, et là j'ai symbolisé une molécule de collagène par cette petite flèche. Pardon. Ce qu'on sait, et ça c'est la précipitation isoélectrique dont je vous ai parlé, si on change le pH, on arrive souvent à construire des architectures assez ordonnées, c'est des fibrilles qui peuvent s'assembler entre elles en fonction de la concentration, mais ça c'est un processus qui est assez connu. Ce qui est moins connu, c'est ce qui se passe quand on assemble ou quand on met en contact cette solution avec l'adénosine triphosphate. Et en fait, ce qui se forme, c'est une structure qui est beaucoup moins commune dans la nature, même s'il y a quelques rapports de sa présence dans les tissus biologiques. C'est de segment long spacing. Je ne sais pas s'il y a une traduction en français, mais des segments... bon, enfin, SLS, Segment Long Spacing, où on va trouver les molécules de collagène alignées de façon parallèle les unes par rapport aux autres. Et c'est un processus qui est médié par le nucléotide. Donc l'ATP vient s'insérer, on ne sait pas très bien encore comment, et ça c'est quelque chose à laquelle on s'intéresse en ce moment, mais elle va induire l'agencement en parallèle des molécules de collagène. Alors, ça a été... Bon, je reviendrai sur ça. Ce qu'on sait aussi, c'est que c'est segment long spacing parce que la polarité des molécules de collagène, elle est gardée, c'est-à-dire on va les aligner tout en gardant tous les C d'un côté, tous les N d'un autre. On peut assez facilement, en changeant le pH, redécaler, réorganiser ces matériaux pour trouver une structure du type fibrillaire commune ou plus commun.
Ça a l'air d'être quelque chose assez nouveau. En fait, je l'ai découvert assez récemment, mais en fait, comme Peter Fratzel disait dans un article assez récent, Mining the Old Literature, en fait, c'était reporté en 1953 que ce type d'agrégat existait et on pouvait passer d'une solution de collagène à un SLS par ajout de ATP. C'était un protocole qui était assez différent et avec un but assez différent aussi, mais en fait, c'était déjà là. Moi, en fait, je l'ai trouvé, on l'a trouvé, parce que récemment, Stephen Mann est venu au collège et il parlait de coacervation dans les protéines globulaires. Et il ajoutait des différents nucléotides pour former des globules. Et un schéma très très simple de cette coacervation, c'est si on ajoute une quantité donnée de ATP, bon, il manque ATP, à une solution d'une protéine en solution, on va être capable de former une ségrégation liquide-liquide. Ce qu'on va avoir, c'est une phase liquide très concentrée en protéines, en équilibre avec une phase liquide aussi, avec le même solvant, où on a très très peu de protéines. Ce type de mécanisme, il est possible avec des polyanions. Il y a deux grandes familles, je dirais, des polyanions simples, c'est-à-dire des petites molécules qui ont le bon goût d'être très facilement décrochées de la protéine par le changement de condition, et des polyanions complexes, c'est ce qu'on connaît souvent avec la complexation ou la coacervation sucre-protéine. Dû à la taille moléculaire et à tout l'encombrement stérique formé pendant cette association, ce type de coacervation est beaucoup plus difficile à éliminer, si vous voulez. Pardon. Donc on avait un modèle assez simple de la formation de ces coacervas. En fait, ce qui se passe vraiment, c'est la formation des SLS. Ces SLS, par contre, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils se assemblent en petits globules. Donc ça, c'est une image de microscopie optique, simplement. Et si on fait une mesure de taille de ces objets, de ces globules, bon, j'insiste que ce n'est pas des particules solides, c'est des globules qui sont en solution. On a une distribution de taille qui est plutôt correcte, plutôt monodisperse, avec une dispersité assez limitée, je dirais. Pardon. Alors, si on essaie de recaler ça, ou d'analyser ça contre le modèle de la percolation et de la viscosité dont on parlait précédemment, ce qu'on voit, c'est que la viscosité d'une solution de collagène acide-soluble, elle augmente de manière linéaire. Donc ça, c'est pas log-log, je suis en échelle linéaire. On a une augmentation très très importante de la viscosité. Par contre, si on utilise les coacervats de collagène, donc plutôt sous forme globulaire, ce qu'on a, c'est une augmentation très très modeste de la viscosité, et après une augmentation qui vient d'arriver à ce seuil de percolation. Donc finalement, notre modèle assez simpliste initial d'une structure plutôt anisotrope et des structures plutôt isotropes, il trouve quand même une réponse en viscosité qui est concordante, je dirais. Alors, ce qui se passe quand ces globules, que finalement c'est du collagène qui est encore en solution, sous forme de SLS, je vais terminer. Qu'est-ce qui se passe quand on génère une précipitation isoélectrique? En fait, ce qu'on retrouve, c'est une organisation des fibrilles qui ressemble énormément à ce qu'on trouve dans les tissus biologiques, avec des espacements qui sont tout à fait cohérents avec les fibrilles, l'écartement entre de 60 nanomètres entre les molécules. Et ce qu'on vient de découvrir récemment, c'est que si la question était qu'est-ce qui se passe avec l'ATP qui reste en solution, on vient d'apprendre que dans quelques applications précises, ça risque même d'être un bénéfice. Donc on est plutôt enthousiaste.
Et je termine avec quelques idées. Donc, on peut processer le collagène en solution soit sous forme de microparticules, soit sous forme de globules flexibles. Dans les deux cas, on peut générer des suspensions injectables. Et la fibrillogénèse, c'est quelque chose qui est fondamental, mais qu'on arrive à faire dans les deux cas. Et il nous reste uniquement à faire des tests in vivo pour déterminer l'applicabilité de ces matériaux. Merci de votre attention.